La deuxième partie de notre débat, les résultats des élections législatives qui sont toujours contestés ce soir dans les rues de Moscou. Des fraudes ont été constatées, vous le savez, notamment par les observateurs de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Alors cette question ce soir, le système de Vladimir Poutine est-il en train de vaciller? Eh bien, on en parle avec Annie Daubenton, chercheuse indépendante, spécialiste de la Russie. On en parle également avec Sacha Koulaeva, qui travaille pour la Fédération internationale des droits de l'homme et qui s'inquiète de la situation en Russie, elle nous le redira. Alain Blum, qui est directeur du Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre-européens, avec Emin Iskanderov, qui est russe, président de Hermitage, une société russe de promotion immobilière. Alors avant de reprendre notre débat, ce reportage tout de suite que je vous propose de Ksenia Bolchakova, elle a suivi un réalisateur russe qui a réalisé un documentaire sur Mikhail Khodorkovsky, un ancien magnat du pétrole, ancien président de cette société Yukos, qui a été jeté en prison en Sibérie par Vladimir Poutine. Alors ce film documentaire de Cyril Tucci, vous allez le voir dans ce reportage, n'a presque pas pu trouver de salle à Moscou notamment. Regardez ce reportage. Avec son équipe, Cyril Tucci regarde les dernières nouvelles. La presse russe ne parle que de ça. Arrivé à Moscou pour l'avant-première, il s'est retrouvé à la dernière minute dans l'impossibilité de montrer Khodorkovsky son documentaire choc, fruit de 5 ans d'enquête. 30, 40 cinémas avaient donné leur accord au départ. Et bien sûr, j'étais très content. Je me suis dit, waouh, on va montrer le film en Russie. Et c'était une grande déception de voir que les salles se désistaient une à une. Il faut dire que le sujet n'est pas vraiment du goût des autorités. Il revient sur l'histoire de Mikhail Khodorkovsky, magnat du pétrole, emprisonné depuis 8 ans. Un homme devenu l'ennemi juré de Vladimir Poutine. Les 2/3 des tycoons russes étaient rassemblés en compagnie des industriels américains quand soudain un homme est entré dans la salle et a annoncé l'arrestation de Khodorkovsky. On a commencé à en discuter entre nous, mais ça n'est pas allé plus loin. Pour moi, ce fut une surprise. Mais beaucoup de gens ici m'avaient prévenu. Et puis ils m'ont dit, on savait qu'ils ne diffuseraient pas ton film. Mais le vrai choc, ça a été de voir à quel point les gens peuvent s'écraser, comme c'est le cas dans tout système autoritaire. À défaut d'une vraie salle de cinéma, c'est donc dans cette petite galerie d'art que Cyril présente son travail. Une vingtaine de journalistes au rendez-vous. On est loin, très loin, du grand lancement prévu au départ. J'ai reçu un coup de fil d'une des collaboratrices d'un des cinémas qui avait planifié le film. Paniquée, elle m'a dit que quelqu'un du comité de la culture, probablement le directeur, l'avait appelé et fortement recommandé de ne pas montrer ce film. D'autres auraient agi par autocensure, craignant des représailles des autorités. Il faut dire que quelques jours à peine avant la venue de Cyril à Moscou, Vladimir Poutine, justement, réunissait le Conseil du cinéma. L'homme fort du pays a demandé que l'industrie adopte un code éthique et moral semblable au code Hayes, des règles qui ont régi la censure à Hollywood dans les années 30. Dans nos salles, à la télévision, à la radio, on constate un nombre croissant de contenus avec des scènes de violence, de meurtre, de trahison. Pour guider la production cinématographique, j'aimerais que des normes éthiques soient adoptées. Pas question pour autant de forcer les réalisateurs à s'y soumettre. Mais dans un système où les films dépendent le plus souvent des aides de l'État, difficile d'envisager une liberté totale dans la création. Quant à Cyril Tucci, il a eu le courage de faire ce qu'aucun réalisateur russe n'a même tenté, un vrai documentaire sur le sujet le plus sensible de la Russie poutinienne. Annie Daubenton, ça c'est un exemple du système Poutine, c'est-à-dire un réalisateur qui fait un film qui gêne le pouvoir, qui n'arrive pas à trouver de salle pour diffuser son film, ce qui montre quand même que la liberté d'expression est pour le moins réduite dans ce pays. Oui, mais on peut dire que toute l'affaire Khodorkovsky est emblématique du système Poutine. C'est-à-dire que c'est à la fois quelqu'un qui a fait effectivement fortune pendant les années Yeltsin et puis Poutine, etc. Mais c'est quelqu'un qui se trouve confronté à Poutine avec une insolence inimaginable. Et le film le montre parfaitement. Et donc à ce moment-là, Poutine, si je puis dire, va aller jusqu'au bout.
c'est-à-dire va l'envoyer en Sibérie, va l'envoyer dans le nord du pays, dans des endroits absolument inimaginables, enfin qui ressemblent vraiment au bagne du 19e siècle, pour une affaire qui est une affaire, disons, au pire de corruption économique, ce qui n'est pas tout à fait vrai si on connaît le contexte économique de la Russie naissante du début des années 90. Alors ensuite, sur la projection de ce film, ce qui est très intéressant et ce qui est dit dans ce reportage et qui est frappant, que m'a dit également une amie journaliste russe, c'est que la censure est terrible et l'autocensure est terrible. Et ce qui est intéressant dans ce dont nous parlons depuis quelques minutes, c'est qu'effectivement, la peur est tombée et l'autocensure est tombée. Donc ce qui se passe avec la projection de ce film, c'est effectivement en vase clos restreint. L'affaire Khodorkovsky n'a rassemblé quasiment personne. On en a beaucoup parlé à l'Ouest, mais en Russie, c'est quelque chose qui a rassemblé une poignée de manifestants et rien d'autre. Et là, tout d'un coup, les choses sont en train de se renverser en se prenant sur tout à fait un autre angle et un autre aspect de la vie et de l'évolution politique du pays. Alain Blum, sur quoi tient ce système Poutine? Sur une forte croissance, 7% de croissance, notamment sur la situation économique? Alors, c'est certain qu'il tient sur son point de départ, c'est-à-dire sur ce côté très désorganisé de la fin des années Helsinki, et donc cette capacité que le pouvoir a eue de reconstituer une économie avec une forte croissance. Ça, c'est très clair, et je pense que ça a tenu longtemps là-dessus, c'est-à-dire que... Mais d'ailleurs, c'est pas lié au fait qu'il y ait eu un pouvoir autoritaire. Moi, j'y crois pas là-dedans. Ça a été une conjoncture. Il fallait passer à ce stade-là. Et ça a été une période où, grâce à la croissance économique, qui est venue aussi de la hausse du pétrole, etc. Enfin, il y a tout un ensemble de choses. Grâce aussi à une reconcentration des industries, sans doute, le pouvoir a pu payer les retraites, effectivement, il y a eu une amélioration du niveau de vie. Voilà, il y a une amélioration quand même du niveau de vie qui est quand même très nette. Voilà, tout à fait. Donc, là où il y a une ambiguïté, c'est que je ne pense pas que c'est parce que Poutine a été autoritaire. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec cette amélioration du niveau de vie, le système économique s'est développé, et maintenant, cette forme de pouvoir ne peut plus fonctionner là-dessus. Donc je crois que c'est vraiment ce point-là. Poutine, au départ, effectivement, a permis... Alors Poutine... Je dirais pas que aujourd'hui, finalement, ça ne suffit plus à vous entendre. C'est plus compatible, surtout. C'est-à-dire qu'il y a une demande de liberté, il y a une demande de circulation. On n'a plus besoin de ce côté très policier, d'ailleurs même de sa présentation, de ce côté très autoritaire. Les gens, c'est des jeunes qui sont maintenant aux manettes de l'économie. C'est plus la génération ici. Et le mur de la peur est tombé, comme le disait Annie de Bonfils. Ça, c'est important parce qu'on en a souvent parlé pour les révolutions arabes, du mur de la peur qui d'un coup tombe et qui a permis à ces gens peut-être de se libérer de l'oppression. Oui. C'est quand même un moment fort. J'aimerais bien réagir. Oui. Ça devient entre les deux. Mais j'aimerais bien quand même réagir. Parce que le mur de la peur, regardez, avant de venir ici, je regardais la presse russe. Je regardais sur Internet RBK, Gazeta, Commerçant. Vous voyez, tout ça, c'est de la presse qui est accessible à tout le monde. Et je peux vous dire que les événements qui ont lieu en Russie sont librement écrits dans la presse. Donc, si on parle d'un système autoritaire où il y a de la censure, pourquoi alors la presse, librement sur Internet, l'écrit? Donc déjà, parlons de ça. Deuxièmement, c'est très facile de dire que Poutine n'a rien fait, le pays s'est développé tout seul. Mais regardons les choses en face. Jusqu'au 99, avant l'arrivée de Poutine, dans le pays on ne savait pas ce que c'était payer des impôts, dans le pays on a privatisé tout ce qui était privatisable. Pour 10 millions de dollars on privatisait un actif qui coûtait 1 milliard du jour au lendemain, d'accord? On a fait ça. Le système de Poutine est venu et il a équilibré, parce que pour qu'un pays fonctionne, il faut que les lois soient respectées. Les lois, elles existent, mais elles n'étaient même pas respectées. Personne ne respectait les lois jusqu'à la fin des années 90. Le système de Poutine a créé au moins une stabilité dans le pays, a créé une stabilité. Il ne faut pas oublier, en 98, le pays était en faillite. Tous les investisseurs étrangers, c'était... Il ne faut pas oublier deux guerres. La guerre en Tchétchénie, la guerre en Géorgie. Attendez, mais quelle guerre en Géorgie? Il n'y a pas eu de guerre en Géorgie. La guerre en Tchétchénie, il y a eu véritablement une guerre en Tchétchénie, mais parlons de la stabilité. Moi, je pense qu'un système peut fonctionner du moment qu'au moins, il y a des gens qui respectent les lois et il y a des institutions qui puissent les faire respecter. Et je pense que le système de Poutine a apporté une stabilité pour le système Poutine. Mais aujourd'hui, c'est peut-être plus suffisant pour les Russes, la stabilité. Peut-être qu'aujourd'hui, ils demandent la liberté. En plus de la stabilité. On n'a pas de liberté aujourd'hui? Alors justement, je pose la question à Sacha Koueleva. Vous avez parlé de la liberté de la presse. Est-ce que la liberté de la presse est totale en Russie? Justement, donc je lui pose la question. Je pense que les
situation de la presse, effectivement, est très particulière. Surtout, il faut rappeler la taille de la Russie, la taille du pays. Et effectivement, les informations libres circulent, comme vous avez très justement dit, sur Internet. Or, il y a entre peut-être 30% de la population russe qui a accès à Internet. Par contre, si on parle de papier, de journaux, de la télévision qui est quand même très contrôlée par l'État et la presse qui est accessible à tout le monde, là, la situation est extrêmement différente. Après, je pense qu'il faut aussi souligner les composants très importants du système Poutine, qui est les composants idéologiques et qui est quand même très imposant. Je veux rappeler par exemple le slogan qui a été un peu partout dans toutes les rues de Russie ce dernier temps avant les élections et qui disait « Si tu es pour Poutine, tu es pour le front », qui évoque bien évidemment les Seconde Guerre mondiale, le fameux slogan tous pour le front, tous pour les victoires, et qui fait effectivement aussi parallèle avec un autre slogan très connu, si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Donc effectivement, si tu es pour Poutine, tu es pour le front, donc si tu n'es pas, c'est un problème. Et cette idée, elle est quand même très incrustée dans les médias, dans les têtes des citoyens. Et on peut parler aussi de la situation dans les écoles, où il y a maintenant des consultations régulières pour savoir à quel groupe informel appartient des enfants de 14-15 ans, et à quel groupe de subculture ils appartiennent, etc. Il y a un contrôle quand même très, très, très présent, Pourquoi omniprésent. ce contrôle dans les écoles? Je pense que ça fait partie justement du système Poutine, de ce qu'on appelle le système Poutine, et d'un système qui est quand même hautement autoritaire de mon point de vue, malgré quelques signes de... En fait, c'est de l'autoritaire intelligent. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de débats. Ça, c'est vrai qu'on ne peut pas dire... c'est vrai que sur Internet, on voit énormément de débats. C'est vrai qu'actuellement, même s'ils ont coupé certains réseaux à un moment, il y a énormément de contestations. Il y a des preuves de beaucoup de choses, de manipulation. Ça circule énormément. Simplement, c'est un système qui a... Enfin, je pense que c'est très consciemment d'ailleurs, qui a accepté le débat, qui a accepté des radios positionnelles, etc., à condition de ne pas dépasser certaines limites. C'est-à-dire à condition de ne pas... Non, à condition de ne pas mettre en danger, de ne pas s'affronter directement au niveau du système politique. C'est-à-dire de ne pas risquer de faire perdre le pouvoir. Donc on accepte le débat, mais à condition de ne pas affronter Vladimir Poutine directement. Ça a été le problème de Khodorkovsky, ça c'est clair. On pense aussi à la journaliste russe qui a été assassinée quand même, Anna Politkovskaya. On pense aussi à la journaliste russe. Oui, bien sûr. Qui a été assassinée à Nipol. On pense à beaucoup de choses. C'est-à-dire que les gens qui vont trop loin ou qui commencent à avoir beaucoup d'écho, là effectivement il y a un problème. Et Poutine a voulu, il a dit je vais faire un modèle de démocratie, la société civile, etc. Il a créé une assemblée, je ne sais plus comment on traduit en français, une assemblée sociale, en fait, etc. Une sorte de lien direct. Mais c'était une sorte, on fait parler la société civile, mais directement au pouvoir central. On ne remet pas en cause ce caractère autoritaire. Donc c'est un modèle qui a tenu et qui ne tient plus. Moi, je le vois comme ça. Annie de Banton, la présidentielle, ça va être donc là, en mars 2012. C'est certain, c'est Vladimir Poutine qui va remporter cette présidentielle, qui aujourd'hui est Premier ministre. Non, ce n'est pas certain. Tout est ouvert. Rejoué, tout est rejoué. C'est vrai qu'il y a 4 jours, ou il y a une semaine, on vous aurait dit oui, bien sûr, tout est joué et Poutine va être élu. Et on se demande même pourquoi on va aux urnes. Et là, tout d'un coup, tout est rejoué. Il est clair qu'il y a un processus qui est lancé. On n'a aucune idée, je dois dire très honnêtement, de là où nous allons, à tout point de vue d'ailleurs. Hein. Aussi bien sur la détermination de la société, qui va on quand peut même imaginer une révolution russe qui est très pacifique, très autolimitée, je dirais. De ce point de vue-là, elle est prometteuse. C'est pas du tout ce sont pas des rassemblements ni violents, ce sont des slogans qui sont finalement très classiques. Et il peut y avoir le réveil d'une société. Alors là, c'est effectivement au pouvoir de jouer. Si le Kremlin arrive à trouver une astuce du genre de celle qu'elle avait trouvée il y a quelques années avec Medvedev, parce que c'était quand même une bonne astuce qui a quand même un peu marché. Et là, je pense que la plus grande erreur qu'ils aient fait, c'est le 24 septembre, quand ils ont montré à la population qu'ils avaient grugé la population. Ils l'ont montré ouvertement à la télévision. Et ça, je pense que c'est déterminant pour ce que nous avons vécu ces derniers jours. C'est une stratégie stupide. J'aimerais rebondir. Déjà, sur le fait, quand on parle, voilà, il y a eu Medvedev, il y a eu Poutine, ils se sont échangés. Pour vous, l'Israël, c'est un État démocratique ?
Voilà, je peux vous dire que depuis 15 dernières années, on voit les mêmes premiers ministres qui passent de ministre de la Défense, de nouveau ils reviennent Premier ministre. Il n'y a pas de deal. Il n'y a pas de deal. Écoutez, il est où le deal? Medvedev a été élu d'une façon démocratique. Je suis désolé. On sait très bien qu'il y a un deal entre Vladimir Poutine et comment vous savez qu'ailleurs il n'y a pas de deal? Arrêtons. Parlons de la Russie. Donc déjà, d'une part, les Russes ont cru dans Medvedev. S'il vous plaît, juste deuxième chose. Moi, je pense que nous ne faisons pas d'illusions. Il y aura aucune révolution en Russie. Aucune révolution. Je pense que majoritairement la population russe veut une stabilité, veut un pays fort. Donc je pense que le Premier ministre Poutine va être le président de la Russie au mois de mars. Mais par contre, là où vous contredites, là où vous dites, d'un côté vous dites qu'on est dans on est dans un pays où il n'y a pas de démocratie, de l'autre côté vous dites que voilà, il est tout à fait possible qu'il y ait une élection différente. Bah oui, vous voyez, donc soit on est dans un pays où il ne peut pas y avoir d'élections, soit on est dans un pays où il y a des élections. Disons que le processus démocratique a été ouvert par la société il y a quelques jours. Avec 5000 personnes. Non. Avec 5000 personnes qui sont financées par une opposition. Non mais s'il vous plaît. Moi, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant ce que vous venez de dire, effectivement, qui sont financés par l'opposition. Donc, cette idée que les gens qui sortent dans les rues sont financés tantôt par l'opposition, tantôt par les milieux criminels, tantôt par les bailleurs occidentaux. Quelle opposition? Pas celle qui est l'opposition qui savait dès le début qu'elle allait avoir aucune chance d'avoir des sièges au Douma. Je vous dis, l'opposition qui était au pouvoir sous l'époque de Yeltsin, qui avait détruit le pays, et aujourd'hui ils font sortir des gens dans la rue. C'est sympa, mais l'opposition qui est élue et fait sortir personne. Justement, et il y a 4 partis aujourd'hui à l'Assemblée. Si on peut se permettre, c'est quand même très intéressant parce que Alain Blum parlait tout à l'heure de la révolution orange et finalement le processus est quelque part le même. C'est-à-dire que les gens qui sont dans la rue, si vous ne voulez pas l'appeler l'opposition, sont des gens qui n'ont pas forcément des revendications politiques très précises. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu dans les révolutions arabes non plus. Mais bien sûr, des gens qui assurent plus de liberté. Ce sont des gens qui veulent tout simplement un scrutin honnête. Et donc, c'est la revendication démocratique minimale. Et ça, c'est très prometteur et très intéressant et très surprenant. Tout à fait. Moi, je pense qu'effectivement, ça, c'est quelque chose de très important, que les gens qui sont actuellement dans les rues ne sont pas venus pour une partie d'opposition ou même pour l'opposition tout court. Ils ne sont pas là ni pour le Parti national bolchevique ni pour le Solidarność. Ils sont là parce qu'ils ont ras-le-bol. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que les gens qui sont là ne sont pas les mêmes qui étaient dans les rues dans les années 90 et juste après, parce que c'est les gens qui, à l'époque, même pendant les perestroïka et les grands mouvements, ne voyaient pas leur place dans les rues, maintenant sont venus. Et il faut quand même rappeler que actuellement, les observateurs parlent des blindés et des hélicoptères militaires qui tournent autour de la place. Donc les 5000 personnes dont on peut parler avec tellement de légèreté, apparemment, c'est pas la façon de les percevoir par le gouvernement. On arrive au terme de ce débat. Il y a peut-être quelque chose donc à vous entendre qui est en train de bouger en Russie. Et quand je vous entends Annie ou quand je vous entends Alain Blum, eh bien, les jeux ne sont peut-être pas faits pour la présidentielle de mars 2012. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Les Jeux sont ouverts. Merci d'être venus sur le plateau de France 24 pour nous parler de la situation en Russie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, 19h10, pour un nouveau débat sur France 24. Très belle soirée.